On va revenir sur ces actualités avec vous, Xavier Iacovelli. Bonjour, merci d'être là. Sénateur RDPI Renaissance des Hauts-de-Seine. Vous êtes également vice-président du Sénat. On va revenir bien sûr sur la première feuille de route de Sébastien Lecornu, dévoilée hier dans la presse régionale. Mais d'abord, justement, on va regarder ensemble 3 unes de la presse régionale de ce matin. D'abord, la une de Ouest France. Taxer les plus riches, des enjeux très politiques. Exigée par la gauche, la taxe Zuckman sur les très grandes fortunes est l'une des mesures qui pourrait permettre au futur gouvernement de tenir s'il adoptait. Mais Bruno Retailleau la refuse. La deuxième une, c'est celle de l'Union. Toujours en colère, mais pas certain de manifester. La FNSEA appelle à la mobilisation le vendredi 26 septembre, notamment contre le Mercosur. Et puis la dernière une, c'est celle du bien public, vidéoprotection. Les raisons d'un succès. Les premières caméras ont été installées à Dijon en 2009 et le dispositif a connu dans le département un succès. 91 communes de Côte d'Or sont désormais équipées. Quelle une choisissez-vous ? Peut-être la taxe sur les plus riches. Il faut taxer les plus riches. Mais je pense qu'on le dit depuis le départ, taxer les plus riches, ce n'est pas une idéologie en soi, c'est-à-dire on n'est pas opposé sur le principe. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a de la justice... ça n'a pas été fait. Non, mais aussi, on a fait une contribution exceptionnelle sous les précédents gouvernements, notamment... Et cette taxe Zuckman, elle n'a pas les faveurs de la majorité. Le problème, c'est que la taxe Zuckman, pourquoi est-ce qu'elle est incompréhensible et inapplicable ? C'est qu'elle taxe le même patrimoine au même titre que ce que nous détenons dans les entreprises. Et donc, c'est ça qui est hallucinant. On prend l'exemple de Mistral, qui a été d'ailleurs évoqué dernièrement. Mistral, le PDG de Mistral, le fondateur de Mistral, devrait payer 37 millions par an de taxes, alors même que l'entreprise ne fait pas de bénéfices et n'est pas rentable encore. Parce qu'en fait, c'est une valorisation sur les marchés, mais qui n'est pas de l'argent qui va dans la poche des actionnaires. Donc on voit bien que c'est incompréhensible. Aujourd'hui, on ne peut pas taxer de la même façon l'outil de travail et le patrimoine réel et l'argent réel que les actionnaires ou les chefs d'entreprise peuvent avoir. Donc pas de taxe sur le patrimoine selon vous, mais une autre taxe sur les plus riches, ça il va falloir qu'elle figure dans ce budget. On peut avoir une taxe, et le Premier ministre l'a dit. On n'est pas opposé par principe à une taxe. Il ne faut pas qu'elle soit confiscatoire. Il ne faut pas qu'elle fasse en sorte de faire repartir tous ceux qui sont revenus depuis 8 ans par une politique de baisse des impôts pour faire en sorte que les Français les plus aisés et les plus riches puissent réinvestir dans l'économie réelle de notre pays. C'est ça l'enjeu. Le but, c'est de ne pas bloquer l'innovation, de ne pas bloquer l'investissement. Et je rappelle qu'on est encore une fois le pays européen le plus attractif en termes d'investissement étranger. Hier, dans son interview à la presse régionale, Sébastien Lecornu a fait plusieurs annonces, dont la suppression des 2 jours fériés. C'était envisagé par François Bayrou, lui dit que ça n'entrera pas en vigueur. C'est une bonne chose ? C'était nécessaire. Nous, c'est d'ailleurs, on l'a dit depuis le 15 juillet au sein du groupe Renaissance, aussi au sein de Démocratie et Progressisme, qui est maintenant le nouveau nom de Territoire de Progrès. On était opposés... C'est l'aile gauche du Tout à fait, c'est l'aile social-démocrate. En fait, on était opposés effectivement à la suppression de ces 2 jours fériés. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on touche encore l'outil de travail, on touche les travailleurs. Donc si on doit travailler plus, il faut qu'on gagne plus. C'est ça l'enjeu aujourd'hui de cette économie. Donc oui, effectivement, c'est du bon sens, c'est du pragmatisme de la part du Premier ministre Sébastien Lecornu de faire en sorte de ne pas toucher les travailleurs, de ne pas toucher ceux qui aujourd'hui créent de la richesse dans notre pays. Sauf que cette mesure, elle était censée rapporter 4 milliards. On les trouve où, les 4 milliards manquants ? 4 milliards, effectivement, sur les 44 milliards nécessaires. Et c'est pour ça que dans l'interview du Premier ministre, il a été dit que oui, il veut supprimer la suppression de ces jours fériés. En tout cas, il ne touchera pas à la suppression des jours fériés. Mais par contre, effectivement, il faut trouver d'autres pistes de financement. Et c'est tout le débat qu'il fait avec les consultations aujourd'hui avec les différents partis politiques et groupes politiques et le débat parlementaire, le débat budgétaire qui aura lieu à partir du mois d'octobre. C'est tout l'enjeu aujourd'hui. En fait, c'est aussi dans la main des partis politiques et des groupes politiques. C'est notre rôle de faire des propositions. Vous rappeliez ces 44 milliards. Est-ce qu'il faut rester sur ce chiffre ? C'était le chiffre de François Bayrou. Est-ce que dans le budget Sébastien Lecornu, il faut que figurent ces 44 milliards ? Alors, les 44 milliards, c'est pas, encore une fois, un totem. On a besoin, c'est une nécessité. C'est pas, on ne s'est pas dit aujourd'hui on a envie de 44 milliards d'économies. On a besoin d'avoir cet objectif de 44 milliards. Ensuite, les discussions, peut-être qu'on sera dans une progressivité en fait de cette baisse de dépenses, de ces recettes supplémentaires. Peut-être qu'on sera qu'à 36 milliards et peut-être 44 milliards, peut-être 41 milliards, je ne sais pas. Mais il faut garder cet objectif parce que Éric Lombard, samedi soir, il laissait un peu sous-entendre que ça pourrait être moins. Hier, Yael Braun-Pivet, elle a fixé une cible à 35-36 milliards.
milliards. Est-ce que c'est le bon niveau? Aujourd'hui, vous savez qu'il y a quelques jours, on vient d'être dégradé sur notre note, ce qui va du coup avoir un impact réel sur l'économie de notre pays, sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire que les taux d'intérêt pour la France vont augmenter et donc forcément, ça va avoir un impact sur le quotidien des Français. Donc c'est pas un plaisir de se dire on doit faire 44 milliards d'économies. C'est une nécessité aujourd'hui pour notre pays et pour protéger les Français. 44, donc il faut qu'on ait cet objectif de 44 milliards et ensuite on adapte par rapport aux discussions parlementaires et faire en sorte de trouver les meilleurs moyens de recettes nouvelles ou de dépenses moindres. Et moi, je suis plutôt favorable d'ailleurs à ce qu'on ait des dépenses moindres. Et d'autant qu'il y a une menace, hein, Alexandre, qui vient du patron des patrons, Patrick Martin, qui menace d'une mobilisation. Et oui, le président du MEDEF le dit, hein, c'était dans les colonnes du Parisien. Si jamais il y a dans le futur budget une hausse de la fiscalité des entreprises, une hausse de leurs charges, eh bien, il y aura une mobilisation des patrons. Alors, les patrons ne vont pas forcément descendre dans la rue, mais ils vont se mobiliser. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'ils ont raison. On ne va pas faire l'inverse. Pas d'effort des entreprises. Mais attendez, on ne va pas faire l'inverse que de ce qu'on a fait depuis 2017. Tout ce qu'on fait depuis 2017, c'est de soutenir la croissance, soutenir le pouvoir d'achat en baissant les cotisations, en baissant les impôts. On a supprimé la taxe d'habitation, supprimé la redevance audiovisuelle, baissé les cotisations sociales et notamment salariales. Tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent effectivement de créer une politique de l'offre pour nous permettre de créer de l'emploi. Encore une fois, si nous avions le taux de chômage... Il y a des baisses de charges patronales qui sont efficaces pour créer de l'emploi. Mais c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit, en partenariat avec les partenaires sociaux justement, de faire en sorte de voir si toutes les cotisations sont utiles. Pourquoi est-ce qu'effectivement un certain nombre de charges aujourd'hui reposent uniquement sur les travailleurs et donc sur le monde économique et pas forcément sur l'ensemble des contribuables français. Donc il y a effectivement un mode de financement. Mais vous savez, moi je suis très attaché à notre modèle social, à l'ensemble des retraites, à l'ensemble de la sécurité sociale. On est tous attachés à ce modèle social. Mais aujourd'hui, si on veut préserver ce modèle social, il faut faire en sorte de le financer. Aujourd'hui, notre modèle social qui a été hérité de 45, il n'est plus financé à hauteur de ce qu'il coûte à la France. Et donc, il faut effectivement, et c'est pour ça que je ne comprends pas la gauche qui se dit porteur du progrès, mais aujourd'hui, ils sont plus conservatistes pour des acquis sociaux, alors même qu'on a besoin, si on veut garder ce modèle social, il faut trouver un autre mode de financement. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas toucher à la réforme des retraites? Sébastien Lecornu dit on ne va pas rouvrir le conclave. Est-ce que ça veut dire on ne touche pas à cette réforme? Mais pourquoi? Parce qu'il a raison. Aujourd'hui, il a 20 mois. 20 mois pour faire en sorte d'avoir un budget pour la France, de faire en sorte de protéger notre modèle social et de faire en sorte que notre économie puisse repartir. Les grands débats, et notamment sur la question des retraites, doivent être tranchés en 2027, lors de l'élection présidentielle, par les Français dans une élection. On ne peut pas réengager une grande réforme des retraites, et elle est nécessaire, et je pense sincèrement qu'elle est nécessaire aujourd'hui, parce que le modèle que nous avons n'est plus assez équilibré financièrement, et on le voit bien, même à terme, même avec les réformes que nous avons fait progressivement, il n'est plus financé. Nécessaire dans quel sens? C'est-à-dire que les 64 ans, ça ne va pas être suffisant? Il va falloir repousser encore l'âge de départ? En fait, la barrière d'âge n'est pas forcément le totem, c'est pas ça forcément qui va changer les choses. Peut-être qu'il faudra réfléchir, et moi je le dis en plus très ouvertement parce que j'y étais très défavorable au départ, mais peut-être qu'il faudra réfléchir à une dose de capitalisation pour maintenir ce système de répartition. Si on veut maintenir encore une fois notre système de retraite tel qu'il est, il faut qu'on trouve d'autres modes de financement, et donc il faut ouvrir tous les champs des possibles. Mais ces champs des possibles-là, ils peuvent se faire qu'avec les partenaires sociaux, et il faut qu'ils soient tranchés par les Français en 2027. Sébastien Lecornu dit le budget, ça ne sera pas le budget de ses convictions, il y aura des choses qui ne vont pas lui convenir. Il y a un accord à trouver notamment avec les socialistes. Qu'est-ce qu'il faut lâcher aux socialistes? C'est quoi le compromis possible selon vous? Vous aurez remarqué que je ne suis plus membre du Parti socialiste depuis quelques années maintenant. J'en viens, mais je ne me reconnais plus aujourd'hui dans les positions du Parti socialiste, donc c'est difficile de vous dire ce qui pourrait les convaincre. S'ils sortent effectivement de ces postures systématiques d'opposition, effectivement on peut être autour de la table. C'est ce que le Premier ministre l'a dit. Il veut avoir un discours moderne et franc avec les oppositions, et notamment les oppositions du gouvernement. Mais est-ce qu'il va falloir qu'il rompe avec le macronisme et abandonner certains piliers du macronisme? Mais c'est quoi les piliers du macronisme? En fait, dans l'ADN du macronisme, c'est faire en sorte de travailler avec la droite et la gauche. C'est pas supprimer la droite et la gauche. Aujourd'hui, le fait d'avoir une fragmentation de l'Assemblée nationale, c'est pas quelque chose d'inédit, mais en fait, c'est juste ce qui est inédit, c'est notre incapacité collective de travailler ensemble avec la droite, la gauche, les partis de gouvernement. Cette fragmentation, en fait, elle est partout en Europe.
en France, elle est peut-être nouvelle, mais on a besoin de travailler. Donc les Français nous demandent de travailler ensemble. Donc c'est pour ça que le Premier ministre veut réunir, veut consulter, veut faire en sorte de faire des pas avec effectivement les partis qui se disent de gouvernement, DLR jusqu'aux écologistes, socialistes et certains communistes qui souhaitent travailler. Et tout ça dans un contexte social compliqué. Il y aura une grande mobilisation annoncée jeudi prochain et la FNSEA, les agriculteurs, annonceront une mobilisation vendredi, dans 10 jours, le 26. Vous les comprenez ? Je comprends l'impatience et la colère des Français parce qu'ils ont besoin effectivement, cette instabilité politique que nous vivons depuis plusieurs mois maintenant touche forcément l'économie, touche nos entreprises, touche nos agriculteurs et effectivement ils nous demandent d'agir maintenant rapidement. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin effectivement de répondre à cette colère. Après, le blocage ne va pas faire malheureusement avancer les choses. Donc il faut plutôt que nos responsables politiques soient responsables justement, se mettent autour de la table et fassent en sorte de trouver des solutions pour l'intérêt du pays. Encore une fois, il nous reste 20 mois pour faire en sorte de sauver notre système français, notre système économique et social. Et cette interview d'hier, c'est aussi l'éloge du Parlement de la part de Sébastien Lecornu. Est-ce que ça fait partie des ruptures par rapport à ses prédécesseurs ? Vous savez, Sébastien Lecornu, c'est un parlementaire. Donc, il est membre d'ailleurs du groupe RDPI en tant que sénateur. Alors maintenant, il n'a pas beaucoup siégé. Il n'a pas beaucoup siégé, mais il est quand même élu sénateur. Il a été élu à 2 reprises sénateur, donc il est très attaché au Parlement, très attaché à la démocratie parlementaire. Il a été président du conseil départemental, il est encore élu local et il a été élu local pendant de nombreuses années, donc il est très attaché. Ses prédécesseurs ont trop malmené le Parlement. Il n'y avait pas assez de dialogue avec les parlementaires. Je ne veux pas juger, ça ne sert à rien de faire les petites phrases et de juger. Moi, ce que je vois, c'est que le Premier ministre aujourd'hui, il veut s'appuyer sur les parlementaires, il veut s'appuyer sur le Parlement, il veut un nouvel acte de décentralisation et honnêtement, je pense qu'en tant que sénateur et le Sénat est très attentif. Promis depuis 2017 par Emmanuel Macron. Promis depuis 2017. Cette fois, c'est la bonne ? Je pense qu'il est nécessaire. On arrive au bout d'un système aujourd'hui qui fait en sorte que ça nous coûte trop cher, la centralisation nous coûte trop cher, l'accumulation des compétences coûte trop cher et donc on a besoin d'avoir du bon sens. En fait, on a besoin de pragmatisme et de bon sens dans la gestion de notre pays. Et justement, qu'est-ce qui attend Sébastien Lecornu au Parlement ? Quels sont les textes qui étaient inscrits à l'ordre du jour ? C'est ce qu'on va voir avec vous. Alexandre, Sébastien Lecornu qui va devoir faire face à plusieurs textes de loi en cours d'examen au Parlement et pour certains, il y a urgence. Oui, alors d'abord, il y a urgence à décider de l'avenir énergétique de la France, quelle part de nucléaire dans notre consommation, à quel rythme on accélère le développement des énergies renouvelables. L'Assemblée nationale doit examiner dans les prochaines semaines une proposition de loi écrite et adoptée par la majorité de droite du Sénat, un texte qui renforce plutôt le nucléaire. Les députés avaient rejeté cette proposition de loi lors d'une première lecture en mai dernier, alors qu'à l'époque, le Rassemblement national avait réussi lors des débats à faire voter la suspension du développement des énergies renouvelables et à faire voter également la réouverture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Donc la deuxième lecture de ce texte à l'Assemblée nationale s'annonce électrique sans mauvais jeu de mots. Xavier Iacovelli, est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale, le Parlement, peut se mettre d'accord sur cette question de l'avenir énergétique de la France quand on a vu la tournure des débats à l'Assemblée nationale en mai dernier? Ou est-ce que le gouvernement doit aller vite et décider par décret? Alors, il y a une urgence, effectivement, et donc ce qui jugerait plutôt d'aller vite et donc par décret par le gouvernement, mais je pense qu'il est nécessaire que chaque groupe politique prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, on a besoin d'un mix énergétique, on a besoin de développer le nucléaire, puisque c'est aussi une souveraineté de notre pays en termes énergétiques, et quand on a vu la dépendance que nous pouvions avoir, notamment avec le gaz russe, on a besoin de pouvoir gagner en souveraineté à ce niveau-là, et puis développer aussi le photovoltaïque, en tout cas les énergies renouvelables, je cherchais le mot, pour permettre d'avoir ce mix énergétique. Donc moi je pense qu'on doit marcher sur 2 jambes, le nucléaire et les énergies renouvelables. Donc oui, il faut se mettre d'accord, maintenant il faut travailler et faire en sorte, encore une fois, l'intérêt général et non pas l'intérêt partisan. Alex, il y a d'autres urgences, notamment la Nouvelle-Calédonie. Oui, on le rappelle, il y a eu un accord politique sur la Nouvelle-Calédonie en juillet dernier entre les indépendantistes kanaks et les loyalistes calédoniens sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Mais pour mettre en place cet accord, il faut que le Parlement adopte une loi d'ici le mois de novembre pour reporter les élections provinciales calédoniennes. Sinon, l'application de cet accord sera compliquée. Et puis les sénateurs devaient aussi examiner en octobre prochain le projet de loi d'autonomie de la
la Corse. À voir si Sébastien Lecornu va maintenir ce texte sensible. La réforme sensible de l'audiovisuel public va-t-elle poursuivre son parcours parlementaire? Alors, si Rachida Dati est maintenue ministre de la Culture, j'ai envie de répondre oui, car Rachida Dati veut absolument faire passer cette réforme. C'est pour elle une victoire politique possible avant les municipales à Paris. Elle veut faire adopter cette proposition de loi qui vient de la droite et du centre du Sénat et qui prévoit de créer une holding et une gouvernance commune rassemblant notamment France Télévisions, Radio France et l'Institut national de l'audiovisuel. Une réforme qui a provoqué de vastes mouvements de grève chez les salariés concernés et puis des débats houleux au Sénat où le texte avait cet été été adopté au forceps, un texte qui doit être adopté maintenant définitivement à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut maintenir cette réforme de l'audiovisuel public, Xavier Covelli? Écoutez, il a été voté à l'Assemblée nationale, voté au Sénat. Au bout d'un moment, quand le Parlement vote, il faut aller jusqu'au bout du processus législatif. Après, il y a effectivement d'autres sujets qui sont importants, voire peut-être plus importants. Je pense encore une fois au projet de loi, au plan décentralisation qui a été annoncé par le Premier ministre, faire en sorte de sortir de ce millefeuille administratif et bureaucratique, de cette centralisation parisienne. Il faut effectivement aller sur ce terrain-là. Et donc c'est vrai que... Donc pour vous, l'audiovisuel public, c'est pas forcément la priorité. Entre le débat budgétaire, il y a aussi le texte fin de vie qui était prévu au mois d'octobre au Sénat. Et donc, on a besoin d'avoir un certain nombre de textes qui avancent, qui sont attendus par les Français, attendus par les élus et le territoire. Et donc, effectivement, c'est une question de priorité. Et ensuite, peut-être d'autres grands chantiers seront tranchés pour les mois à venir et peut-être ceux jusqu'en 2027. Et justement, le texte sur la fin de vie, il y a un parcours parlementaire qui n'en finit plus. Oui, une réforme qui crée d'abord une aide active à mourir et qui développe les soins palliatifs. Le texte, on le rappelle, avait été stoppé dans son examen parlementaire en 2024 par la dissolution de l'Assemblée et il a ensuite été scindé en deux propositions de loi par François Bayrou, deux propositions de loi qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale au printemps dernier et qui doivent être débattues au Sénat en octobre. Et d'ailleurs, la majorité de droite du Sénat devrait restreindre le droit à une aide active à mourir par rapport à la copie qui a été rendue par l'Assemblée nationale. En tout cas, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, souhaite que ce texte sur la fin de vie soit examiné au plus vite. Le texte qui me semble fondamental, c'est la réforme sociétale sur la fin de vie. Alors, je ne dis pas aujourd'hui que c'est un texte urgent dans cette rentrée. Ce que je dis, c'est qu'il faut que nous aboutissions à la fin du processus parlementaire avant la fin du quinquennat sur ce texte sur la fin de vie. Et donc, j'ai demandé au Premier ministre, j'ai demandé au président du Sénat de ne pas changer le calendrier de ce texte. Il est inscrit au Sénat. Il doit être examiné en séance publique à partir du 7 octobre et voté le 21 octobre. Et moi, j'entends que ce calendrier soit tenu. C'est vraiment mon souhait parce qu'autrement, le texte est enterré. Xavier Iacovelli, alors beaucoup de parlementaires estiment que c'est un texte urgent, mais sur la rédaction qui est sortie de l'Assemblée nationale, est-ce que vous y êtes favorable, c'est-à-dire à la création d'un droit à l'aide active à mourir ? Oui, moi j'ai toujours dit que j'étais très favorable et d'ailleurs je serai chef de file de mon groupe sur ces deux textes en fait. Mais vous dites, comme Yaël Braun-Pivet, il ne faut pas toucher au calendrier ? Mais moi, je dis qu'il ne faut pas toucher au calendrier. Je souhaite qu'on ne touchions pas au calendrier et que, à partir du 7 octobre, nous puissions l'examiner en séance publique au Sénat. Je suis aussi un peu réaliste et le problème, c'est que la chute du gouvernement Bayrou fait que la session extraordinaire que nous devions avoir à partir du 22 septembre n'est pas encore complètement assurée. Et nous avions un certain nombre de textes que nous devions passer, notamment sur la vie chère en Outre-mer, qui seront peut-être décalés, parce que c'est une priorité pour nos compatriotes ultramarins. Et ça sera peut-être décalé du coup en début octobre, et ce qui décalerait de fait le texte sur la fin de vie. Donc aujourd'hui, on est un peu dans l'attente aussi à la fois de la nomination d'un nouveau gouvernement pour nous permettre d'ouvrir le Parlement et de pouvoir étudier. Donc vous souhaitez que le calendrier soit maintenu, mais ça ne vous paraît pas réaliste ? Je ne sais pas, peut-être que le fait d'avoir un gouvernement rapidement, et d'ailleurs le fait d'avoir Sébastien Lecornu qui a été nommé Premier ministre très rapidement après la chute du gouvernement Bayrou, peut-être nous laisse espoir que nous pourrons tenir les délais. Ça me paraît un peu contraint, mais en tout cas, il faut absolument, avant la fin de l'année, que le Sénat puisse examiner ce texte sur la fin de vie.
Un dernier mot, Alex, sur la lutte contre les déserts médicaux. Priorité pour Sébastien Lecornu. Effectivement, et on verra si le nouveau Premier ministre maintient le dispositif qui avait été lancé par François Bayrou et qui demandait aux médecins de réaliser des missions de solidarité en exerçant ponctuellement dans des territoires dépourvus en offre de soins. En tout cas, Sébastien Lecornu a consacré ce week-end son premier déplacement à ce fléau des déserts médicaux et il a annoncé 5000 maisons France Santé dans tout le pays d'ici à 2027. Des maisons France Santé à moins de 30 minutes du domicile de chaque Français. Alors Xavier Iacovelli, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est ces maisons France Santé? En fait, ce sont des maisons de santé, ça existe déjà. Alors c'est des maisons, c'est en fait un réseau de maisons, un peu comme nous avons eu sur France Service, pour avoir des services publics effectivement à proximité dans des lieux qui en étaient dépourvus jusqu'à maintenant. Et donc oui, ces maisons France Santé permettraient de regrouper un certain nombre de spécialistes, de généralistes dans les territoires aujourd'hui qui en sont dépourvus. Donc effectivement, c'est faire en sorte que les pouvoirs publics investissent massivement dans un réseau de santé sur l'ensemble des territoires en déserts médicaux actuellement. Alors c'est très bien d'annoncer toutes ces maisons de santé, mais il faut quand même des professionnels pour les occuper. Oui, c'est tout l'enjeu et toutes les négociations qu'il va avoir avec l'ordre des médecins, avec les professionnels, et faire en sorte que nous puissions avoir à la fois ce volontarisme et peut-être parfois jusqu'à la contrainte pour faire en sorte que les médecins puissent s'installer dans les territoires qui en sont dépourvus actuellement. On va voir l'actualité dans votre région, Xavier Iacovelli. On retrouve Jacques Paquier, directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. Bonjour Jacques. Jacques, on est à 6 mois des municipales. En Ile-de-France et a fortiori dans les Hauts-de-Seine, il y a la question de la crise du logement qui sera au cœur de la campagne. Absolument. Bonjour monsieur le sénateur, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. On a l'impression que cette crise du logement ne finit pas de s'aggraver. On est à quelques jours de l'ouverture du congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Il y a 3 millions de demandeurs d'un logement social en France. Je crois qu'ils sont 1 million en Ile-de-France. Quels sont, selon vous, les voies et moyens pour y remédier? Faut-il mettre en place le statut du bailleur privé pour inciter de nouveau les investisseurs, loueurs, à agir sur ce marché? Faut-il supprimer la réduction du loyer de solidarité pour donner un peu d'air aux bailleurs sociaux? Quelles sont vos convictions sur ce sujet, s'il vous plaît? Alors déjà, il y a un constat, effectivement, aujourd'hui on a des grandes difficultés, et notamment en Ile-de-France et dans les Hauts-de-Seine en particulier, pour loger l'ensemble des Franciliens et des Alto-Sécanais. On sait qu'à peu près 70-75% des Franciliens sont éligibles au logement social. Donc ça veut dire qu'on devrait potentiellement avoir 70-75% de logement social en Ile-de-France. Autant vous dire que ce n'est pas possible, mais on a besoin d'inciter de la construction. Moi, je crois à la construction de logements sociaux dans le diffus, c'est-à-dire fini ces barres d'immeubles sociaux. Notamment, on le voit, et notamment dans les Hauts-de-Seine, où nous avons construit progressivement des logements sociaux qui sont à l'intérieur de bâtiments privés, et donc à la fois ce parcours résidentiel de logement très social, de logement intermédiaire et d'accession sociale à la propriété. Donc on voit qu'il y a une évolution possible. Ça permet aussi de financer par la vente de logements des nouveaux logements sociaux pour ceux qui en ont besoin. Donc oui, moi je crois au diffus, je crois à la mobilisation aussi des élus locaux, mais aujourd'hui c'est vrai qu'à l'approche des élections municipales, avec l'instabilité que nous avons au niveau national et au niveau du Parlement, ça n'incite pas les élus locaux à investir massivement dans notamment l'acquisition de foncier et la cession de foncier pour des bailleurs, et donc la construction de nouveaux logements sociaux. Et puis il y a aussi une crainte de nos concitoyens d'avoir des logements sociaux et donc de créer parfois des problématiques locales. Moi, je crois à la mixité. La mixité, elle passe par, encore une fois, du logement diffus. Il faut travailler avec les élus locaux, il faut travailler avec les bailleurs, peut-être réduire aussi le nombre de bailleurs, parce qu'aujourd'hui, la multiplication du nombre de bailleurs fait qu'il y a des moyens financiers qui sont inférieurs à ce qu'ils pourraient faire pour investir. Mais on voit bien qu'il y a une crise à la fois du logement, une crise du bâtiment et une crise aussi institutionnelle et de confiance pour nos élus locaux. Et Jacques, vous avez une autre question?
Oui, vous êtes élu de Suresnes, peut-être candidat, je ne sais pas si où vous en êtes par rapport à ça. Suresnes qui borde la Défense. Les élus de la Défense, Georges Siffredi notamment, le président du département, militent pour que le Parlement adopte une loi spéciale pour la Défense, une loi dérogatoire, un peu sur le modèle de la loi olympique dont on loue les mérites. Il s'agirait notamment de délier les élus d'un certain nombre d'obligations qui s'imposent à eux par le Code de l'urbanisme pour accélérer notamment la transformation de bureaux en logements. Monsieur le sénateur, est-ce que vous ralliez à cette cause et est-ce que vous croyez accessoirement à la transformation de bureaux en logements comme une des solutions pour résoudre la crise qu'on évoquait à l'instant ? Vous parliez de Suresnes. Effectivement, Suresnes, on a aujourd'hui plus de 3000 familles suresnoises qui sont en attente d'un logement social avec des vraies difficultés pour accéder à un nombre de logements qui est certainement insuffisant. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un département, les Hauts-de-Seine, où on a une activité économique importante, où on a un certain nombre de bureaux. Et c'est vrai que depuis la Covid, un certain nombre de bureaux, de mètres carrés sont vides. Je crois qu'on est à 9 millions de mètres carrés sur l'ensemble du territoire français qui est de logements, de bureaux vides, et on est à peu plus de 5 millions en Ile-de-France. Donc c'est une vraie problématique. C'est aussi la question, et le président Siffredi, président du département des Hauts-de-Seine, a raison de le dire, c'est aussi une inquiétude pour notre centre d'affaires de la Défense de voir un certain nombre de mètres carrés de bureaux qui sont aujourd'hui inoccupés. Et donc la transformation de ces bureaux progressivement en logement permet à la fois de répondre à la crise du logement et puis de remplir un certain nombre de tours qui aujourd'hui sont vides. Après, il faut faire attention parce que c'est aussi très difficile, c'est très coûteux la transformation de bureaux en logement. On sait à peu près, c'est les estimations, mais 100 mètres carrés de bureaux, c'est l'équivalent de 30 mètres carrés de logement en termes de coûts et de rentabilité. Donc il faut faire attention, c'est un investissement massif, mais c'est peut-être aussi une réponse progressive au manque de logement en Ile-de-France et notamment dans les Hauts-de-Seine. Merci beaucoup, merci Jacques. La une du journal du Grand Paris, la méthode Lecornu vue par les élus normands, c'est à la une de votre journal cette semaine. Merci beaucoup Xavier Iacovelli, merci d'avoir été l'invité de cette première émission de la saison. Et puis...